Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 25 janvier 2022. Ici Lydia Jacques. Eh bien aujourd'hui à l'émission Érable en bref, nous parlerons de visite des différents cimetières pour une excellente raison. Pourquoi? Eh bien c'est justement grâce à cette activité touristique que Nancy Cheng de Victoriaville a remporté le prix Lionel Groulx de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Nancy était bien heureuse de recevoir également une bourse de 500 $. Quel style d'investissement effectuera Nancy avec ce prix? La réponse de la conceptrice, animatrice et aussi en cours actuellement d'un cours en doctorat en théologie pratique à l'Université Laval, justement sur les visites dans les cimetières. Et la seconde entrevue va sûrement vous réchauffer le cœur, car notre invité sera le directeur incendie du CIRE de la MRC de l'Érable, Éric Boucher. Il en profitera aussi pour nous transmettre quelques recommandations avant l'arrivée des étincelles. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Donc, en date du 18 janvier, plus question pour l'instant d'ouvrir un site de soins non traditionnel pour le CIUS-MCQ. On se souviendra que lors des fameuses vagues de la COVID-19, l'École nationale de police de Québec avait offert à des patients un refuge en attendant de retourner chez eux. Les personnes testées COVID-19 étaient moins malades, peuvent maintenant retourner dans leur milieu de vie. Par contre, il y a toujours de l'affluence dans le système de santé. Le but est bien sûr de libérer des lits pour les patients ayant besoin de soins plus urgents. Jusqu'à maintenant, on parle de 50% des chirurgies qui sont maintenues dans la région. Au niveau de la main-d'œuvre, en date du 14 janvier, 969 membres du personnel sont moins actifs en lien avec la COVID-19. Et maintenant, le maire de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard, ainsi que ses conseillers sont bien heureux car le dépanneur connaîtra des jours plus heureux. En effet, 744 habitants et pas de dépanneur. La municipalité se devait d'agir. La municipalité a donc acheté le dépanneur et c'est un organisme sans but lucratif qui s'occupera de l'exploitation, soit le comité de développement de Lourdes. Déjà très affecté par différentes fermetures de commerce, en exemple, il n'y a plus de restaurants depuis une quinzaine d'années et pas de station-service non plus. Un dépanneur devenait donc indispensable, selon le maire toujours. Soulignons que la transaction entre l'ancien propriétaire, un homme d'affaires chinois de la région de Montréal, et la municipalité a eu lieu pendant la période des fêtes. On parle de 2 emplois à temps plein et plusieurs autres à temps partiel. Une année fructueuse 2021 en termes d'investissement pour la ville de Plessisville. Il est question d'ailleurs d'une année record. Depuis les 10 dernières années, record donc dans les investissements industriels, commerciaux et aussi résidentiels. Tous les secteurs confondus, ça veut dire 34,4 millions de dollars. 14 millions de plus en comparaison de l'année 2022. Soulignons qu'en 2021, les entreprises ont surtout investi dans leurs infrastructures. En exemple, AgroPure, BLB Congélation, Carbotech, Machinex et Vibrotech. Rappelons que le parc industriel est rempli à pleine capacité. Il est question, comme projet 2022, d'agrandir en effet le parc. En ce qui concerne le secteur résidentiel et sa meilleure performance, pas moins de 47 nouvelles unités d'habitation à comparer à 33 en 2020. Les prévisions pour 2023, une cinquantaine de logements pourraient être construits selon l'estimation de la ville. Sur le plan institutionnel, on parle de la polyvalente La Samar, mais aussi l'école Saint-Édouard qui ont réalisé quelques rénovations intérieures. À eux deux, près d'1 million de dollars tout de même. En ce qui concerne tous les projets de construction, d'aménagement ou de rénovation, tous les programmes de subvention reviennent. Les informations sont disponibles à l'onglet Développement durable, / programme d'aide financière sur le site Internet de la ville de Plessisville. En terminant, voici quelques félicitations de cette semaine. Bon succès à Cynthia Brisson, qui devient coordonnatrice à la bibliothèque et aux activités culturelles de la ville de Princeville. Elle est détentrice d'un baccalauréat en études littéraires et culturelles de l'Université de Sherbrooke. Entre autres, félicitations
aussi à Pierre-Gabriel Gosselin. C'est un historien qui est monté sur la 3e marche du podium en participant au concours de texte en histoire de la revue Cap au Diamant. Le texte raconte l'implantation de la famille Hall dans le canton d'Irlande au 19e siècle. Il est originaire de Sainte-Sophie d'Halifax. Également, je vous rappelle que le Mont à Pic de Saint-Pierre-Baptiste a ouvert ses portes depuis le 8 janvier dernier. Alors, ça devrait continuer. Profitez-en, profitez des activités hivernales tout au cours de vos week-ends ou encore pendant vos jours de congé. Cela devrait se terminer soit la semaine de relâche, donc au mois de mars. Et voilà, cela complète cette édition de l'émission Érable en bref. Nous allons interviewer Nancy Schenck. Alors, Nancy Schenck qui nous impressionne à chaque fois. Elle est toujours en études. Elle est rendue, elle est en cours actuellement pour faire un doctorat. Et là, elle vient de gagner un prix. Et oui, le prix Lionel Groulx de la Société Saint-Jean-Baptiste, donc du centre du Québec. Et d'ailleurs, regarde, je vais te saluer d'abord. Salut Nancy. Salut Lydia. T'as hâte de montrer à ton prix. Félicitations en passant, Nancy. Alors, merci, prix je vais y aller. Oui, je vais lire. La Société donc Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec est fière de décerner ce prix à Nancy Schenck. Alors, la démarche originale de Nancy, son parcours, ses réalisations, ses projets. Alors, quand on reçoit un tel prix, Nancy, premièrement, est-ce que c'est nous qui écrivons à la Société Saint-Jean-Baptiste ou c'est un honneur qui arrive comme ça dans notre vie à brûle pour point? Ah, ça arrive de même parce que c'est une candidature du milieu. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui a été... qui a reconnu que le travail et deux, ça passe dans un petit comité de sélection exactement là où je ne sais pas. Et tu reçois, dans mon cas, un courriel qui te dit que tu as gagné un prix, qui te félicite, mais comme tu n'es pas au courant, tu te poses bien des questions, que tu vérifies si ce n'est pas un fake news. Et tu vois que non, donc tu réponds, puis là, finalement, tu embarques dans tout ce projet-là de dire que tu as gagné un prix. Et le prix venait avec un certificat. Il vient aussi avec un petit trophée dans mon cas. Là, je vais essayer de le mettre pour qu'on voit. On le voit très bien, Nancy Schenck. C'est génial. Hein? Oui. Et ça vient aussi avec une capsule vidéo. On m'a offert une capsule vidéo là, pour présenter un peu mon travail. Et on peut l'entendre sur le site de la SSJB. Ils ont tout un article qui explique et le prix et ma démarche artistique au niveau de l'art funéraire. Oui, puis ça s'est même rendu sur YouTube, je pense. Hein? Oui. C'est ça aussi. Hein? Et Nancy, je vais quand même te présenter parce que, Nancy, là, depuis que tu es rentrée à l'école, tu n'as pas terminé encore d'étudier. Hein? C'est cette passion des études, en plus de travailler, évidemment. Là, hein? C'est ça, hein? Oui, mais c'est ça, j'ai fait une pause un bout de temps des études, mais je suis retournée en 2015 au doctorat en théologie pratique parce que je travaille justement l'art funéraire dans les cimetières chrétiens, puis je voulais aller chercher des éléments au niveau de la tradition aussi. J'avais fait une maîtrise en sciences des religions, donc j'avais les aspects extérieurs, les bases de recherche, mais là, j'étais rendue après... une vingtaine d'années à peu près à aller plus loin pour poursuivre les recherches. Donc, c'était le moment. Puis en 2015 avait été une grosse année. J'ai gagné le prix Patrimoine et muséologie de Culture Centre du Québec pour les visites de cimetières comme individu, ce qui était la première fois, c'était jamais arrivé. Et j'avais gagné aussi une bourse du Calque du Conseil des arts et lettres du Québec pour un projet qui concernait l'art funéraire. Donc, une partie de la bourse est allée pour payer le début du doctorat. Puis après ça, j'ai continué. Donc, c'était une grosse année, puis j'ai continué quand même à faire, malgré la pandémie, développer des projets, puis tout ça. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que Nancy Schenck, écoutez ça, elle est conceptrice, animatrice, chercheure, doctorat en théologie pratique à l'Université Laval, donc sur les visites commentées, donc dans les cimetières. Et le vrai titre, je pense qu'on en rajoute, hein, c'est ça, hein? Oui, ça va faire long, donc c'est correct, là. Puis, c'est correct, oui. Merci, c'est correct. C'est correct, mais la plupart des gens se demandent ce que je vais faire avec tout ça. Bien, je pense que c'est une évolution aussi du travail, puis c'est aussi une façon d'être reconnu au niveau professionnel, au niveau d'un milieu universitaire. Je suis la seule qui travaille ce dossier-là dans tout le département. Puis quand je me suis inscrite, même le responsable du département ne connaissait pas la symbolique funéraire. Exact que ce que moi j'y ai présenté. Donc, je suis vraiment un projet novateur dans leur département, mais ça amène aussi les difficultés liées à être novateur, donc un peu plus long pour la recherche, un peu plus long pour
pour trouver certaines informations, puis aussi trouver le domaine de recherche qui, dans mon cas, est le dark tourism. De quelle manière vous avez eu ce coup de cœur-là? Moi, Nancy Schenck, je vais faire ça. Je veux montrer ce que j'apprends dans les cimetières ou dans l'art funéraire. Je te dirais qu'au départ, c'était pas nécessairement prévu. Je pense pas qu'on prévoit développer, mais on développe une passion. Moi, ça a commencé entre autres par la photographie. Je cherchais des sujets photographiques pour développer mes qualités de photographe amateur. Là, je dirais que je suis plus rendue un peu plus haut que ça, là, plus dans le semi-professionnel, parce que je ne me considère pas comme une photographe, mais comme une artiste photographe, vu que je suis autodidacte. Et mon créneau, l'art funéraire, en bon québécois, il n'y a personne qui touche à ça. Donc, je n'ai pas vraiment de compétition. Il y a des photographes qui vont faire des photos de cimetière, mais qui ne se spécialiseront pas dans ce que moi je fais, ce qui donne que je nuis à personne et je développe mes propres choses. Et en même temps, ça me permettait d'avoir du matériel pour monter mes conférences, les ateliers, faire des préparations, éventuellement publier. Donc, tu sais, l'artiste et la chercheure ne s'estiment pas beaucoup. Non, c'est ça. Hein? Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, selon toi, pourquoi tu es la seule là-dedans? C'est ça que... C'est quoi? Ben, au Québec, on a un groupe qui sont intéressés au patrimoine funéraire, qui vont s'intéresser à l'histoire, à la généalogie, tout ça. Ça, c'est très, très développé, soit par les généalogistes, un petit peu par les historiens, puis aussi des fans de patrimoine funéraire qui se sont regroupés au Québec, là, c'est un petit groupe de peut-être une trentaine de personnes. Mais même là-dedans, je suis la seule qui touche à la symbolique funéraire comme telle, qui va aller sur le détail de ce que ça peut dire, de la relation avec la religion ou la spiritualité qui va être associée. C'est la symbolique d'il y a 150 ans est beaucoup plus chrétienne et collective que celle d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus individuelle. Et on voit aussi l'arrivée des nouvelles cultures et tout ça, donc les changements. Donc, il faut toujours faire attention à l'époque où on est par rapport à quand on étudie, là, pour ne pas faire d'historocentrisme ou de dire, ah ben là, aujourd'hui, on ne ferait pas ça comme ça. Oui, mais à l'époque, il y a tout un contexte qui va avec ça aussi. Donc, ça, c'est plus rare. Mais il y en a dans d'autres pays, là, c'est pas nécessairement le plus grand développement au niveau de la recherche, mais ça existe ailleurs. Mais ça s'est beaucoup plus spécialisé autour du tourisme, autour de l'histoire, de la généalogie que de la symbolique comme telle. Maintenant, les projets, parce qu'on est déjà rendu à la conclusion, Nancy, qu'est-ce qui s'en vient là pour toi? Vas-y. Et pour nous aussi. Bien, c'est sûr que les visites de cimetières pendant l'été, c'est sûr que l'année passée, avec la COVID, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'au moment où on aurait pu ouvrir les visites, on tombait en zone rouge, donc on oubliait ça. Donc, on devrait être correct pour l'été prochain. On se croise les doigts. Après ça, il va y avoir la poursuite du doctorat pour la rédaction parce qu'éventuellement, il faut aussi déposer. Puis après ça, moi, je suis en train de développer des projets. Je vais voir si j'ai des réponses positives, peut-être pour des expositions ou pour des projets de création. Donc, on va voir, là, ça se prend au jour le jour. Puis c'est comme ça, je pense qu'on arrive à faire plein de projets. J'ai plein d'idées, mais il faut à un moment donné les asseoir puis les prendre une derrière l'autre. Exporter peut-être aussi les idées de visite un peu partout au centre du Québec. Ça serait un beau projet parce qu'il y a des cimetières intéressants dans toutes les MRC. L'Érable, j'en ai fait quelques activités, quelques conférences avec toute la région d'Inverness, avec les cimetières protestants. Mais Sainte-Sophie, c'est un cimetière intéressant. Lister, puis les civils, c'est tous des cimetières qui sont intéressants parce qu'il reste encore des monuments anciens à travers les nouveaux. Puis même les nouveaux, des fois, on est surpris de ce qu'on trouve aussi. Donc, ça permet aux gens de connaître le patrimoine, mais aussi de connaître les richesses de ces endroits-là avant que ça disparaisse. Un jour. Et grâce à vos photos, bien, c'est ça va perpétuer ce genre de visite guidée également. Ben, merci beaucoup, Nancy Schenck. Hein? Alors, je te souhaite une belle continuité. Et puis, il te reste combien d'années pour le doctorat? Ben, on va espérer que 2022 soit l'année de rédaction pour éventuellement déposer début 2023 plus tard, mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs qui ne sont pas nécessairement entre mes mains. On peut parler de santé publique, on peut parler de travail, mais on peut aussi parler de COVID. On ne sait pas vers où ça va s'en aller, là. Donc, on va espérer, mais de toute façon, quand je vais être au moment du dépôt, j'ai le droit d'inviter des gens. Donc, si ce n'est pas physique, ce sera par Zoom, mais on pourra rendre accessible la possibilité aux gens d'entendre la soutenance.
Ben, merci beaucoup, Nancy Schenck. Hein? Alors, je m'entretenais donc avec Nancy, conceptrice, animatrice, chercheur. Elle suit actuellement un doctorat donc en théologie pratique du côté de l'Université Laval. Alors, une belle continuité. À la prochaine, Merci. Nancy. Bye bye, toi aussi. Eh bien, nous allons parler du ciré. Plusieurs personnes se demandent le ciré, c'est quoi exactement? Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on a décidé, l'heure est toujours au bilan hein, pour le mois de janvier, on a décidé de vous offrir eh bien, du service incendie, M. Éric Boucher, qui va nous donner quelques statistiques de 2021 et aussi, on va parler d'avenir avec le ciré au sein de la MRC de l'Érable. Alors, Éric Boucher, bonjour. Bonjour. Éric Boucher, vous êtes directeur incendie du ciré de la MRC de l'Érable. Vos bureaux sont situés où exactement? On va commencer comme ça. Nos bureaux sont situés sur Saint-Édouard, à Plessisville-Ville, pour l'ancienne, à côté de l'école, annexé à l'école Saint-Édouard. Oui, et là, tant qu'à être dans les explications, ciré, ça veut dire quoi exactement? Le ciré, c'est le service incendie, de sécurité incendie régional de l'Érable. C'est le service qui a été fondé en 2005. Il y a 9 municipalités sur les 11 dans la MRC qui ont délégué compétence à la MRC pour créer le service incendie régional de l'Érable. Donc, les différents services incendie pour chaque municipalité, exemple, existaient avant que le ciré apparaisse dans le paysage de la MRC de l'Érable. Un peu d'histoire? Effectivement, avant ça, chacun avait leur propre service. On avait, exemple, Saint-Ferdinand, caserne 13, maintenant, aujourd'hui, qui était la caserne de Saint-Ferdinand. On avait la caserne 45, qui est la caserne de la paroisse de Plessisville, la caserne 58, qui est la caserne d'Inverness, la caserne 72, qui était à Laurierville, et la caserne 65, qui est à Lister. Et on a aussi la caserne 80, Notre-Dame-de-Lourdes, et la caserne 85, qui est Villeroy, qui sont maintenant... C'est rendu un service, tout le monde est uni ensemble. Oui. Alors, pourquoi le ciré a vu le jour, finalement? Il y a sûrement eu des causes à effet. Là. Effectivement, l'esprit régional, à l'époque, nous a permis de passer à travers le temps. Il y a beaucoup d'obligations ministérielles que les municipalités avaient à respecter. De cette façon-là, en étant un service, on a pu avoir notre propre équipe d'instructeurs, on a eu l'équipe de prévention, on a eu tout le monde, dans le fond, en annexant tout le monde ensemble, ça a fait en sorte qu'on passe à travers le temps. Là. OK. Donc, pour le ciré, est-ce que c'était pour acheter des camions aussi, pour que ce soit qu'on ait des camions ou des camions-citernes plus moderne, c'est ça, parce que faut en parler, parce que c'est quand même un camion aussi vieilli, là. Alors, est-ce que le ciré a vu le jour pour aider, justement, qu'on garde la première position, là, en équipement? Effectivement, je pense que le ciré a permis, à l'époque, de renouveler la flotte de véhicules, aussi de bonifier la formation, chose qui avait été laissée de côté avant 2005. On avait moins de personnel formé. Ça nous a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup les municipalités à progresser dans le temps. Alors, parlons du ciré. Donc, on va connaître plusieurs nouvelles au sein de la MRC de l'Érable. Alors, en 2021, est-ce qu'on donne un peu quelques statistiques? Là, le bilan de l'année 2021, ça ressemble à quoi? Autrement dit, le bilan de l'année 2021, on parle de 176 appels de toutes sortes. On parle de sauvetage nautique, on parle de sauvetage glace, on a eu des incarcérations automobiles, on a eu des incendies d'industrie, des incendies de bâtiments. Donc, nos appels au niveau statistique se sont situés plus au niveau des alarmes incendie dans les maisons. On a eu environ près de 40 alarmes incendie, qui s'avèrent souvent que ce pas des alarmes qui sont fondées. On a eu aussi beaucoup d'accidents de la route, environ 23 accidents de la route qu'on a eu, avec ou sans des incarcérations. Point de vue prévention, on a visité près de 1105 bâtiments d'avertisseurs de fumée, des risques faibles. Dans le fond, bien qu'on a eu une baisse significative des incendies de bâtiments, on a eu quand même une grosse incendie l'an dernier à Lister. C'était un incendie, je pense, qui a eu un impact majeur sur l'ensemble de la MRC.
Faisons juste penser au cours d'eau avec qu'est-ce qui a été rejeté de l'usine dans le cours d'eau. Même la ville de Plessisville a été affectée par. Oui, avec les camions-citernes d'eau potable. Hein? Il fallait arrêter de boire notre eau potable. Exactement. Bien qu'on a tout fait là-bas pour garder les résidus du feu vraiment sur le terrain, il y en a quand même qui s'est échappé dans la rivière. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que c'était un des incendies les plus dangereux que vous avez peut-être traité jusqu'à maintenant? Parce qu'il y avait risque d'explosion, hein, c'est ça? Effectivement, il y avait beaucoup d'explosions à arrivé là-bas, sur l'incendie. Ça a été une grosse nuit de travail pour tous les intervenants. On a eu quand même des intervenants des municipalités limitrophes qui sont venus. On parle de Laurier-Station, on a des pompiers de Val-Alain, de Dosquet qui sont venus nous aider, Sainte-Agathe. On a aussi Plessisville qui est venu en renfort, puis on a Princeville aussi qui est venu en renfort. Ça a fait travailler beaucoup de monde. Il y a le ministère de l'Environnement qui était là. C'était très gros incendie, effectivement. C'est un des gros de ma carrière. Voilà. Alors, Éric, on va continuer, si vous le voulez bien, à parler peut-être des projets qui s'en viennent, parce que ça aussi, c'est intéressant quand même, parce que le temps passe et puis on s'en rend pas compte, là. Mais les projets pour 2022, là, ce serait quoi? C'est sûr, de 2021, on a eu beaucoup de projets qui sont terminés. Projets de communication. On a eu l'acquisition de 2 nouveaux véhicules. Un véhicule pour les chefs aux opérations. On a eu un véhicule aussi pour le pompier technique mécanique. On a quand même une équipe de 5 pompiers de temps plein dans l'équipe. Fait que ça prend des outils pour travailler. Fait qu'on a fait l'acquisition de ces 2 véhicules-là. On a encouragé dans l'érable, on a encouragé du bois et frères. Oui. On est allé acheter des véhicules neufs à cet endroit-là. Et ces véhicules neufs, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nos plus âgés? C'est sûr qu'il était temps de... C'était des véhicules anciennement qui commençaient à coûter beaucoup de sous en réparation. C'est des véhicules d'une dizaine d'années. Okay. On n'avait pas le choix de renouveler la flotte, là. On a eu aussi l'achat des pinces de désincarcération en 2021. C'était un gros projet. Les pompiers se sont formés bénévoles. C'était vraiment très apprécié de notre part. C'était une des conditions pour que le service voit jour dans le ciré. C'était bravo, chapeau pour nos pompiers. Oui, parce qu'il faut dire que des pinces de désincarcération, c'est quand même assez dispendieux. Et chaque service d'incendie dans les municipalités n'ont pas des pinces nécessairement en leur possession. Non, exactement. Là, c'est ça, là. Le but visé du projet est de former 2 personnes par municipalité, par caserne. Oui. En attendant le centre, les pinces de désincarcération sont situées à la caserne 45, en paroisse de Plessisville. Eux vont pouvoir commencer les manœuvres. On va sauver beaucoup de temps là, à ce point de vue-là. Bon. Et puis, pour 2022, est-ce qu'on parle de fusion? Ce sera quoi les changements selon vous, là, pour que vous soyez fiers à notre prochaine entrevue en 2023? Vas-y. Ouais. C'est sûr que, oui, effectivement, il va y avoir autour de la table, on va discuter avec les nouveaux acteurs en place, les nouveaux élus municipaux. On va travailler avec eux pour continuer un projet qui avait eu lieu en 2020, d'optimiser tous les services incendie, les 3 services de la MRC. C'est-à-dire? Donc, on avait pour projet de vraiment travailler plus ensemble. On parle du service incendie de la ville de Plessisville, le service incendie de l'Érable, celui de Princeville, pour la mise en commun, mettons, de toutes nos façons de faire, la façon de travailler. Fait que c'est un projet que je crois rassembleur pour les citoyens de la MRC d'Érable. Puis il faut aller vers cette avenue-là dans le futur parce que on a besoin de tout le monde, puis ça en va de la sécurité des citoyens de l'Érable. Oui, parce que tout le monde réuni, c'est l'information qui circule. Puis quand il y a un incendie, tout le monde est déjà au courant. On prend de l'avance sur le feu, finalement. Exactement. Donc, sans qu'il y ait fusion de services, s'il y a optimisation, ça peut être optimisation de toutes les équipes de travail, ça peut être un gros plus. Donc, je vois qu'il y aura beaucoup de formations en 2022, si je vous suis là, dans le raisonnement. Oui, effectivement. Pour le ciré, service incendie de l'Érable, 2021 était une année avec beaucoup de formations. On a formé 10
pompiers en désincarcération. On a formé 11 opérateurs de pompe. On a formé à l'interne aussi, on a formé 8 officiers non urbains. On a formé 12 pompiers 1, des apprentis pompiers qui vont devenir pompiers. Pour 2022, c'est semblable. On va avoir quand même 8 officiers non urbains, 8 désincarcérations. On va avoir 12 nouveaux pompiers 1 qui vont être formés. Ben oui, j'allais dire l'embauche de pompiers, c'est ça? Exactement. C'est beaucoup de formation. On est quand même chanceux d'avoir à l'interne 4 instructeurs qualifiés qui dispensent la formation pour le CIRE. C'est ça. Éric, juste avant de terminer cette entrevue-là, vous avez sûrement des recommandations à faire parce que je pense au feu de foyer, au chauffage au bois, etc. Alors, les cendres, j'aimerais ça vous écouter dans les recommandations. Oui, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient, les froids qui annoncent pour la semaine prochaine, cette semaine. Les cendres, prière de ne pas les mettre à l'intérieur. Quand vous videz votre poêle, les mettre dans un réceptacle qui est vraiment en acier avec un couvert et les entreposer à l'extérieur de la bâtisse. On a aussi tout ce qui concerne les chauffages d'appoint. Faire attention à ça, rallonge électrique. Bien, je vous remercie beaucoup. Hein? On a appris beaucoup, en tout cas aujourd'hui, dans l'émission. Tant mieux, tant mieux. Alors, on se dit sûrement une prochaine fois. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Alors voilà, maintenant on connaît mieux le CIRE. Alors tout ça pour vous dire que c'est M. Éric Boucher qui a été notre invité donc aujourd'hui, directeur des incendies du CIRE de la MRC de l'Érable. Vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!